on va aborder la question effectivement, de l'hygiène psychique. Alors, c'est une des directions. C'est pas la direction absolue, hein, il y a plusieurs façons de l'aborder. Donc, c'est une des directions, il y a plusieurs sortes. Alors, quand on pense à hygiène psychique, déjà, premièrement, je vous pose la question, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous pensez, à quoi ça vous fait penser plutôt quand je dis le mot hygiène? En fait, l'hygiène, c'est quelque chose c'est un domaine d'étude qui est très vaste, plus vaste que le nettoyage, comme on a à l'idée. Et en fait, l'hygiène, c'est l'ensemble des principes et des pratiques qui tendent à préserver et à améliorer la santé. Vous voyez? Donc, ça va loin. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important de commencer déjà par la définition de l'hygiène parce que ça nous permettra de recentrer un peu plus. Quand on entend parler de principes, de pratiques, déjà, principe, ça vous dit quoi? Comment? C'est une règle, effectivement. Et en fait, voilà, donc c'est une loi, c'est une règle, c'est quelque chose qui est comme, je dirais, immuable, quelque chose qui peut se reproduire, qui peut en fait permettre à chaque fois à un objet, à une chose, à peu importe le domaine, de pouvoir être reproductible. Donc, c'est la base du fonctionnement de quelque chose. Et la pratique, ça va être les actions qui sont volontaires pour arriver à des résultats. Mais pour arriver à faire ça, ça se base sur les principes. D'accord? Et on disait dans l'hygiène, il y avait deux verbes, c'était préserver et améliorer. Lorsqu'on dit préserver, ça veut dire que c'est déjà là, c'est déjà en état. Ça veut dire que la santé, on parle de santé, la santé est là, donc on fait en sorte de la préserver, de la garantir, de prémunir la santé, ça veut dire qu'elle est déjà là. Mais l'améliorer, ça veut dire qu'elle était, on avait perdu un peu et qu'on fait des choses pour la retrouver. D'accord? Donc déjà, ça permet de voir l'hygiène de manière très vaste. Si vous vous dites, mais ça peut toucher beaucoup de choses, en fait, finalement. Donc, l'hygiène psychique, une des définitions que j'ai trouvées, c'est, alors, si on doit dire principe, mais aussi les précautions, les mesures qu'on va faire, tout ce qu'on va faire pour garder un certain équilibre psychique. Et tout ce qu'on va faire va permettre de prévenir les choses. En fait, c'est de la prévention. On est dans le domaine de la prévention de la personne par rapport à des maladies mentales. Alors, j'ai mis quelque chose ici et c'est vrai que souvent, on a l'impression que je suis en bonne santé parce que je ne suis pas malade, parce que je n'ai pas de symptômes. Mais en fait, ça ne veut pas dire que je ne suis pas malade. D'accord? Il y a l'état de santé, donc ça veut dire que j'ai un bon fonctionnement. Et effectivement, je n'ai pas de maladie qui s'exprime, mais j'ai pas non plus, je sais pas, il y avait un médecin qui me disait, il y a trois, on va dire, niveaux. Il y a l'état de santé, il y a l'état maladie, donc qui s'est déclaré, on peut poser un diagnostic, et il y a l'entre-deux. Et souvent, on est dans l'entre-deux. Donc, on va aller chez le médecin, on sent des choses, mais ça rentre dans aucun cadre diagnostique, mais on n'est pas dans un état de santé quand même. D'accord? Et donc, du coup, l'OMS, je pense, c'est dans la même direction que moi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un état complet de bien-être. C'est-à-dire que ce n'est pas un des domaines qui va bien et l'autre ne va pas bien, et on dit qu'on est en état de santé. On ne peut pas être en état de santé s'il y a un des domaines qui ne va pas. Et pour qu'on puisse aller bien, il faut que cet état de santé soit complet pour que je puisse, après, réaliser, surmonter des tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté, de la société. Vous voyez, ça veut dire que si j'ai les ressources pour, parce que je vais bien, donc je pourrais être complètement productif. Voilà. Donc, la santé mentale. Donc, forcément, comme je suis psychiatre, c'est quelque chose que je vais quand même faire une petite aparté dessus. La santé mentale, ça fait partie de la santé. C'est vrai que souvent, on parle des bobos qu'on a au niveau du corps. Mais si on n'est pas bien au niveau mental, on n'est pas du tout bien.
Et ça fait partie de la santé de manière générale. Et ne pas avoir de maladie déclarée au niveau mental, encore une fois, ne veut pas dire qu'on n'est pas malade. D'accord? Qu'on soit en bonne santé. Et pour cela, ça dépend de plusieurs facteurs sociaux, psychologiques, biologiques. Ça veut dire que si mon corps va bien, ça peut contribuer à ce que ma santé mentale soit bien. OK? Jusque-là, ça va? OK, j'ai mis quelques bases. Et juste pour... je vais faire ça. Je pense que je ferai la partie à la fin. Alors, en fait, j'ai commencé par ça, par ce verset-là, qui nous permettra d'avoir cette petite base. Je pense même pour vous. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », à quoi ça vous fait penser? C'est quoi l'image? C'est quoi la ressemblance avec Dieu? Comment? Forme physique. D'accord. Une quoi? Une copie. D'accord. Alors, un petit, vous voulez dire quelque chose? C'est bon? OK. Donc, du coup, je ne sais pas si certains l'acceptent ou pas, mais en tout cas, Ellen White, elle donne une réponse, un élément de réponse. Quand on parle de ressemblance, c'est physique, mental et spirituel. Donc, c'est pas que physique, il y a l'enveloppe, c'est vrai, mais il y a le mental. Ça veut dire que l'homme, Adam, a été créé mentalement comme Dieu, spirituellement comme Dieu et physiquement comme Dieu. Il y a les trois. Et ces trois domaines-là formaient, on va dire, un être équilibré. Il était encore naïf, on va dire. Voilà, il avait le choix, mais il était encore aussi, on va dire, naïf. Alors, mentalement, ça ne veut pas dire, je ne parle pas comment dire, du niveau forcément de la perfection de Dieu. Je sais pas. Du coup, il a dit le plus jeune là-bas, certains éléments qui sont vraiment bien. J'ai entendu ça sur, je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que c'était le week-end dernier, où Dr Sabi a parlé du message sur la santé totale. Je ne sais pas si vous avez entendu ça sur YouTube, ça vous dit rien? J'ai écouté quand même, je trouve ça vraiment intéressant, et il a fait cette aparté-là où il a quand même donné cette vision, on va dire, au niveau mental, et ce qui nous rapproche de Dieu, c'est la conscience, la raison et la volonté. Quand on parle de mental, en tout cas selon Dieu, c'est de ça qu'on parle. Et de la conscience, c'est, en fait, j'ai mis un peu les définitions, parce que c'est toujours intéressant de se rapprocher des définitions. C'est la représentation mentale claire qu'on a de sa propre existence, ce qui fait que ça nous différencie des animaux, et du monde extérieur. Ça veut dire que je sais qui je suis, je sais où sont mes limites, je suis une femme, etc. Mais je sais aussi que vous êtes assis sur des bancs, etc. Vous êtes des hommes, des femmes, des enfants. Et ça va plus loin aussi. D'accord? Je sais que je suis en Guadeloupe, je sais que je suis sur une île, etc. Donc, c'est cette conscience-là des choses du monde et de moi-même. La raison, c'est comment je m'organise dans mes relations. C'est aussi ma façon de pouvoir juger, savoir est-ce que ça, c'est quelque chose qui est bien pour moi ou qui est bien tout court. Donc, j'arrive à faire la distinction entre le bien et le mal. C'est la raison. Et la volonté, donc, souvent on entend parler dans les lectures de soumettre sa volonté à Dieu, c'est cette partie, c'est la faculté de se déterminer en toute liberté. C'est pour ça que Dieu nous donne le choix, parce que la volonté, elle ne peut être utilisée que dans une liberté. Et en fait, c'est la volonté, la faculté qui nous permet de faire des choses ou pas de manière rationnelle. Donc, il nous faut la raison aussi à côté. Donc, voilà, je pense que ça va permettre de comprendre un petit peu le mental, mais de ce côté-là. Alors, on va poursuivre un petit peu. J'ai mis juste quelques bases. Au niveau des chiffres, donc comme on est au niveau de l'éducation, on ne va pas parler que de ça, mais on va quand même donner quelques éléments. Ils ont fait quand même des études, c'est la dernière que j'ai pu voir, en juillet 2022,
où on montre que depuis le Covid, alors c'est déjà le cas, mais ça s'est aggravé, il y a quand même plus de 50% des étudiants qui sont en situation de mal-être. C'est beaucoup, c'est quasiment 70%. Donc, il y a un tiers qui va plus ou moins bien. 37%, donc plus d'un tiers, qui souffrent de troubles dépressifs. 13% qui ont eu des idées suicidaires. Et on va dire, le contexte sanitaire a eu des répercussions sur leur activité sportive, des interactions sociales, leur vie sentimentale et familiale. Et il y a quand même plus d'un tiers qui a vécu ce contexte sanitaire de manière traumatique. Donc, ils ont développé ce qu'on appelle un stress post-traumatique. C'est beaucoup. Ça veut dire que les jeunes, quand même, les étudiants étaient quand même assez fragiles par rapport à cette période-là. Alors, pourquoi? Pourquoi ils étaient fragiles? Un étudiant, je trouve ça intéressant, c'est un jeune qui, souvent, s'éloigne de sa famille, du petit cocon qu'il connaît, les habitudes qu'il connaît depuis l'enfance, papa et maman, ou alors ou un des deux parents qui est là, qui fait le repas, il y a pas de choses à penser. Donc, ils s'éloignent, souvent ils vont en hexagone, ou alors ils vont à Fouillol. Comment? Eh bien, oui, mais quand ils sont dans le truc, ça change. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on découvre quelque chose de nouveau qui est l'autonomie. Là, il n'y a plus personne pour nous dire, ben, en fait, tu dois gérer ton temps comme ça, tu dois, ben, il faut que tu ailles payer ton loyer, il faut que tu ailles payer l'électricité, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu ailles payer les transports, il faut que tu manges, il faut que tu fasses des courses pour faire, pour faire le repas, etc. Il faut que tu fasses bien ton budget, parce que sinon, à la fin du mois, tu n'auras pas de quoi manger. Enfin, il y a toutes ces choses-là, c'est l'autonomie qu'ils découvrent. Et tout apprentissage, ben, perturbe un petit peu. Et en fait, voilà, c'est un nouveau rythme de vie. C'est une gestion du temps qu'ils ne connaissaient pas. Donc, tout ça, ça fragilise forcément le jeune. Et en plus de ça, il y a la pression, donc il faut des résultats. Donc, on ne peut pas que ceux qui sont dans les filières fassent chuter, on va dire, le niveau de l'académie. Donc, il y a la pression de l'académie, mais aussi la pression des études, c'est-à-dire, ben, à la fin, il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai un travail. Voilà. Il y a aussi, en France, surtout en France, hein, la difficulté pour certains de trouver un logement. Donc, vous voyez, le prix des logements qu'il y avait, par exemple, à Paris, compliqué de pouvoir après joindre les deux bouts. Et donc, je disais les démarches, mais aussi, certains ne sont pas forcément des familles très riches. Donc, il faut faire aussi des petits boulots pour pouvoir survivre, pouvoir manger, payer la scolarité, parce que c'est pas gratuit. On peut avoir la bourse, mais c'est pas gratuit. Et certains sont donc dans la précarité. Donc, le Covid a permis quand même de montrer, de révéler qu'il y a des jeunes qui vivent dans la précarité, qui sont obligés d'aller au secours populaire, avoir des bons pour pouvoir se nourrir. Donc, on a vu ça à la télé et on était assez étonnés de voir ça, que ça existait. Mais en fait, oui, ça existe. Et en fait, ça, c'est la vie de l'étudiant. Mais alors, je ne sais pas, quand même, elle dit l'étudiant, je pourrais dire aussi collégien et adolescent. La petite différence, c'est qu'effectivement, on n'est pas éloigné du cocon familial, mais se surajoute la période de l'adolescence. Je ne veux pas développer ça forcément aujourd'hui, mais la période de l'adolescence, il faut savoir que c'est un bouleversement psychique et physique. Donc, ça veut dire que quand je viens dans un nouvel environnement, c'est-à-dire que je quitte le primaire où j'ai une seule maîtresse qui me connaît, etc. Mais là, j'ai plusieurs professeurs que je ne connais pas. Il y a des plus grands que moi aussi. Donc, des fois, il y a du harcèlement. Il y a plein de matières nouvelles. Il faut que je cours dans chaque salle. Ce sont des nouveautés associées à ce bouleversement physique. Ça veut dire, il y a les seins, les poils. Hein, il y a des choses qui... Et puis, psychologiquement, ben, je change. Donc, ça veut dire que je commence à devenir... je ne suis pas encore adulte, mais je ne suis plus enfant. Donc, ça fait une sorte de méli-mélo. Donc, vous voyez, ce sont des périodes où il faut vraiment faire attention et vraiment observer parce que ce n'est pas juste des passages. Ce sont vraiment des périodes qui demandent vraiment aux parents d'être attentifs et d'accompagner leur enfant parce que chaque enfant est différent déjà, hein, mais ce sont des périodes compliquées. Alors,
ce que je disais, donc toutes ces nouveautés de la vie de l'étudiant peut amener ou alors faire décompenser des choses, des maladies, sont des maladies, le trouble dépressif, la dépression, c'est une maladie. Donc, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est une maladie psychiatrique. Le trouble anxieux, c'est une maladie psychiatrique aussi. Et on peut aussi développer le trouble bipolaire, schizophrénie, les traits de personnalité pathologique. C'est là aussi qu'on commence à voir des choses aussi. Quand ils sont adolescents, on ne peut pas poser certains diagnostics parce qu'ils n'ont pas encore fini vraiment leur maturation, quoique à 22 ans, on n'a toujours pas fini de maturer le cerveau, il faut le savoir. Hein. C'est vers 25 ans, entre 25 et 30 ans, que vraiment le cerveau finit de maturer. Donc, c'est vraiment vers cet âge-là que des maladies commencent à se révéler, mais c'est aussi à ce moment-là que l'on voit aussi un peu plus s'installer des conduites addictives. Je vais venir un petit peu plus dessus tout à l'heure. Ce qui est différent des expérimentations qu'on retrouve souvent, et là je veux dire ça même si c'est dans une église, les expérimentations de tabac, alcool, cannabis, cocaïne, crack, ces choses-là, ce sont des choses qu'on retrouve dans les collèges, d'accord? Les jeunes expérimentent ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépendants. Maintenant, à nous d'être attentifs et de ne pas penser que comme nous sommes dans une église, ce ne sont pas des choses que peuvent connaître nos jeunes. Ce sont des choses qui sont là, qui sont dans notre église. On ne sait pas, il y a des familles qui peuvent passer par là, il y a des parents qui ne sont même pas au courant aussi. Alors, ce sont des expérimentations pour certains, donc ils ne vont pas rester dedans, ils vont peut-être essayer, voilà, parce que c'est l'âge souvent qu'à l'adolescence où on essaie des choses. Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais on essaie des choses. Et pour certains, ils vont développer de vraies dépendances. Voilà, donc les conduites addictives qu'on peut avoir, donc l'alcool, on voit que 91% des jeunes de 18 à 25 ans ont déjà au moins expérimenté l'alcool, ce qui est beaucoup. Et la moitié chez les enfants de 13 ans, enfin des préadolescents de 13 ans. Mais il y a un phénomène qui existe, donc c'est pour ça que la dépendance au sens strict, comme on l'entend, c'est-à-dire quelqu'un qui boit dès le matin, qui tremble s'il n'a pas bu, ça c'est pas le plus fréquent. On peut avoir toutes sortes de formes de dépendance et il y a une des formes qui est assez dangereuse, qui est quand même une conduite à risque. C'est chez les jeunes qu'on a retrouvé, c'est par exemple de boire beaucoup en peu de temps. Ça, c'est dangereux parce que du coup, on peut développer, enfin, on peut avoir des comas éthyliques, etc. 6 jeunes sur 10 ont expérimenté le tabac. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fumeurs quotidiens, mais peuvent l'avoir expérimenté. Ils peuvent l'avoir expérimenté sur d'autres formes comme la chicha. Hein, on pense que c'est juste récréatif, mais on peut devenir accro à ça aussi. Le cannabis, c'est quand même la substance la plus utilisée, la plus consommée chez les jeunes, que ce soit ici ou ailleurs. C'est assez accessible, parce qu'ils n'ont pas d'argent de poche, qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. D'accord? Donc, certains l'ont goûté, ça ne veut pas dire qu'ils seront dépendants aussi. Donc, rassurer aussi les parents. Et il y a d'autres substances, comme je vous disais, illicites, on va dire, c'est la cocaïne, le crack, l'ecstasy, MDMA, la codéine aussi. J'étais très surprise. Il y a des jeunes qui, en Guadeloupe, utilisent ça aussi. C'est-à-dire, c'est au lieu qu'ils aient les effets de l'alcool avec l'ivresse, ils vont prendre de la codéine dans un sirop, dans du jus. Donc, ils vont avoir l'effet de l'ivresse sans être alcoolisés. Voilà, donc c'est aussi dangereux parce que du coup, on développe aussi la dépendance à la codéine, qui est un médicament. On a aussi les jeux d'argent, les jeux du hasard. C'est pas forcément aller gratter dans le PMU, mais ça peut être aussi en ligne. Les jeux vidéo, les comportements sexuels aussi. Ça, c'est aussi à prendre en compte aussi dans notre église. C'est-à-dire que à l'adolescence, c'est là que on se développe, mais aussi c'est l'âge où souvent les jeunes se découvrent aussi. Donc, on peut développer soit des comportements sexuels à risque, c'est-à-dire avoir des rapports non protégés, mais aussi auto-centrés, c'est-à-dire tout ce qui est masturbation et tout ça, pornographie. Donc ça, c'est des choses qui existent aussi et développer vraiment une addiction pour certains. Donc c'est à prendre en compte. Et en fait, ce pas des jeunes qui sont à problème, ce sont des jeunes qui utilisent ces choses-là bien souvent pour pouvoir les aider à réguler leurs émotions.
On verra tout à l'heure un peu ça, mais c'est pour les aider à s'apaiser. Quand on pose la question, par exemple, à mon travail, quel effet positif que vous recherchez dans telle substance, souvent c'est parce que je veux me déstresser, je veux me détendre. Parce que la personne n'arrive pas à gérer son stress. Autrement, donc c'est le moyen qu'elle a trouvé, et puis du coup, elle est restée, le cerveau a compris que c'est ce moyen-là, donc ce sera ce moyen-là, et il n'y aura pas autrement. Maintenant, il faut savoir, un petit aparté, l'addiction est considérée comme une maladie chronique aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas juste parce que la personne aime ça, parce qu'à un moment, la personne n'est plus seulement dans le plaisir, mais dans le besoin vital. Le cerveau considère que la consommation, c'est comme boire, manger ou dormir. Donc, quand le cerveau dit va prendre, il faut être fort pour dire non, je ne peux pas. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est une vraie maladie, et aussi avec ce qu'on appelle la perte de contrôle. C'est-à-dire que dès que la personne commence à prendre, elle n'arrive plus à s'arrêter. D'accord? Donc, ça c'est un des symptômes le plus important qui permet de dire qu'il y a une dépendance. Voilà, donc j'ai dit un petit peu les choses. Il y a autre chose, débloqué. Voilà. Il y a autre chose qui pourrait expliquer, alors c'est une des façons d'expliquer le fait que les jeunes peuvent développer certaines pathologies, voire certains troubles, sans pour autant que ce soit une pathologie. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça ou pas? Non, personne? Comment? Oui, exactement. Voilà. Alors, je veux comment en parler parce que ça, c'est la base de tout. En fait, ça, c'est ce qui nous caractérise tous, on va dire. Je vais sur ça. En gros, pour schématiser, quand l'enfant est petit, lorsqu'il pleure parce qu'il a faim ou parce qu'il a mal, la réponse que va avoir sa figure d'attachement, le plus souvent, c'est la mère ou aussi le père. Ça veut dire qu'il est constant, ça veut dire que j'ai mal, tout de suite, je vais donner la réponse adéquate. Ça va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité. Et cette sécurité-là, elle me suit jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ma mort, on va dire. Et en fait, cette chose-là, alors il y a ça, il y a d'autres choses, d'autres éléments, mais cette façon, cette constance au niveau des émotions que peut avoir le parent envers moi, la façon dont il me parle, la façon dont il me sécurise, la façon dont il m'aide à explorer le monde, la façon dont il m'aide à comprendre le monde, comprendre les autres, déjà dans la propre famille, tout ça, ça va m'aider à développer la même chose avec les autres. En fait, quand on grandit, on ne peut pas que devenir quelqu'un. On apprend toutes ces choses-là dès bébé. Et en fait, toutes ces choses-là vont entraîner des attachements soit sécures, soit insécures. Sécure, c'est cette base-là, comme je disais, cette sécurité-là interne qui fait que même si on me dit, ce que tu as fait là, c'est vraiment nul, je ne veux pas me démoraliser pour autant et penser que je ne vaux rien, que voilà, c'est fini, tout ça. Je peux supporter la critique sans pour autant que je m'effondre. Je peux aussi supporter le conflit. C'est pas parce qu'on est en désaccord, par exemple, dans le couple, que ça veut dire que c'est fini, par exemple. Je peux supporter aussi une séparation. C'est par exemple, on devait avoir une séparation. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pleurer, tout ça, mais je vais me relever. J'ai une bonne estime de moi, donc ça veut dire que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. C'est aussi cette sécurité-là aussi m'aide à bien réguler mes émotions, c'est-à-dire que je ne suis pas envahie par les émotions, c'est-à-dire que j'ai peur, par exemple, la peur m'envahit, je n'arrive plus à rien faire, je suis pétrifiée, donc ça peut engendrer le trouble anxieux, la colère, j'arrive plus à gérer, vous avez déjà vu ça, par exemple, des personnes sur la route qui s'énervent, qui sont obligés d'aller prendre le coutelas, ils n'arrivent plus à redescendre de leur colère, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer leur colère, tout simplement. J'arrive à faire face aux imprévus, j'arrive à m'adapter. Pas parce que là, on me dit le programme est annulé que j'arrive pas à gérer. Non, j'arrive à faire face aux imprévus et aussi
étant donné que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, j'arrive à traiter mes traumatismes. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas, avec le péché, bien entendu, dans toutes les familles, on a tous vécu quelque chose qui peut nous avoir beaucoup perturbés, que ce soit les deuils, les séparations, les divorces, les violences, les agressions, peu importe les choses, ça nous a tous fragilisés. Maintenant, comment on fait face à ça? Comment on se relève de ça? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Et cela, c'est surtout la sécurité interne qu'on a à l'intérieur de soi qui va nous aider à plus ou moins faire face à cela. Je sais aussi demander de l'aide. Ça veut dire que je ne vais pas rester pétrifiée sur moi-même alors que je souffre intérieurement et je n'arrive pas, par exemple, sans en parler à celui qui est à côté de moi, en qui j'ai confiance, ou aller voir un professionnel parce que là, il faut passer à un cran supérieur. Donc, du coup, cette sécurité-là, elle n'est pas fréquente, mais on peut la toucher, on peut y arriver. Et en fait, si vous voulez, il y a tout le côté, comme je vous avais dit, insécure. Donc, c'est à cause du traumatisme, à cause de tout ce qu'on a pu vivre. On peut développer ça dans nos vies. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle distance que je dois avoir avec les autres dans les relations. Je ne sais pas comment je dois me protéger, etc. Je vais continuer. Donc, alors, ça, c'était toute la partie. On va dire, je ne veux pas m'étendre dessus tellement parce que ce sont des gros sujets. Mais vous comprenez bien qu'on a tous vécu des choses qui vont faire qu'on va prendre des trajectoires dans la vie qui peut-être à notre naissance, ça n'aurait pas été celle-là. D'accord? Donc, ça va avoir des impacts sur notre personnalité, sur notre confiance envers l'autre, vis-à-vis de l'autre, que ce soit dans notre couple aussi, que ce soit vis-à-vis de nos enfants, dans notre travail, mais au sein de l'Église. D'accord? Donc, si je suis insécure, plusieurs personnes insécures dans l'Église, c'est compliqué, les relations des fois. Mais l'hygiène psychique, c'est pas que ça. C'est pas que mental. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure là, on est un tout. C'est aussi le corps. Et chez les jeunes, alors j'ai commencé par cela, c'est étudier de manière tempérante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Il y a ça, mais en fait, si vous voulez, surmenage intellectuel, vous savez, vous avez déjà entendu parler de ça, surmenage intellectuel, c'est bien d'étudier. Il y a une façon d'étudier. Donc, se mettre à étudier, par exemple, 6 heures d'affilée sans pause, le cerveau, il en prend un coup. Il faut être tempérant, c'est-à-dire, par exemple, étudier toute la nuit, c'est intempérant, je fatigue mon cerveau aussi, je le fragilise. Oui, les coups vont rester, mais je fragilise aussi le cerveau. Donc, l'étude, oui, mais de façon tempérante. Et comme je disais que le corps agit aussi sur l'esprit, on dit aussi que pour avoir une bonne hygiène psychique, bon, je dois aussi faire un peu plus aussi, j'en fais un petit peu, je vais recommencer, c'est l'activité physique. Je dirais pourquoi tout à l'heure. Régulière, 30 minutes par jour. On entend ça tout le temps, on en a marre, mais je vous dirai pourquoi. Une alimentation saine, ça aussi, on en a marre, on en parle aussi, mais là, ça ressort de l'autre côté. Éviter, s'abstenir de stimulants, de toxiques, alcool, tabac, café, ça, on arrive un petit peu plus pour certains. Le sommeil, ce que ça veut dire avoir un bon sommeil. Prendre des pauses, je disais ça tout à l'heure, là, et ça, si je dis ça aussi pour les adultes, c'est-à-dire quand on travaille, on ne peut pas se mettre à travailler toute la journée et être disponible quand on rentre à la maison psychiquement, émotionnellement pour nos enfants. Si on travaille sans pause, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on a déjà la pression du patron, etc. Travailler sur ses blessures, ses traumatismes, apprendre à se connaître, apprendre ses limites et s'écouter. Ah, ça, c'est quelque chose, hein, on ne se connaît pas tous. Et aussi faire confiance à Dieu et dans sa propre direction, qu'il peut donner à nos vies, qui est propre à nous. Ça, on va dire, c'est une des manières de penser l'équilibre. En tout, il y a un équilibre. Sur le sommeil. Donc, je disais tout à l'heure que le sommeil est important et qu'il faut un certain nombre d'heures pour pouvoir
bien dormir, mais pas seulement un certain nombre d'heures, mais aussi à quel moment je m'endors. Pourquoi? Parce que le corps est bien fait. Il y a un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées à une certaine heure. C'est pour ça qu'on dit que le meilleur sommeil est avant 22 heures. D'accord? Et le corps a besoin, le cerveau notamment, d'avoir des heures de coucher et de lever réguliers. C'est-à-dire que bon, si je me réveille à 10 heures aujourd'hui, demain je me réveille à 6 heures, etc., peut-être ça le décale, il n'arrive pas à avoir, c'est pour ça qu'en fait on apprend aux enfants des petits à avoir des heures régulières parce que ça les aide à emmagasiner tout ce qu'ils apprennent petits. Donc ça a du sens. Et ça, c'est aussi ce que disent, il y a des médecins du sommeil, hein, des médecins qui sont spécialisés dans ça, dans le sommeil. Ce qu'ils disent aussi, donc ils ont parlé des heures, ils ont parlé de la régularité, ils ont parlé aussi des écrans. Tu parlais des écrans tout à l'heure. Il faut faut éteindre les écrans 1 heure avant de se coucher, surtout quand on a des problèmes de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est stimulant. Le cerveau a besoin de se poser pour pouvoir dormir. S'apaiser dans une atmosphère qui soit calme, une petite musique, éviter de dormir dans la lumière, dormir dans le noir pour permettre au cerveau de faire ce qu'il a à faire. Donc, comme ça, je fais tous les cycles nécessaires pour pouvoir que mon corps, parce qu'il y a aussi l'intestin aussi qui travaille, l'estomac, ils font les réparations. C'est l'heure des réparations, des stockages, etc. C'est ça que le corps fait la nuit. Éviter de faire du sport avant le coucher parce que c'est stimulant. Éviter de prendre des stimulants avant, par exemple, le café ou des épices trop importants avant le coucher. Tout ça m'aide à gérer mon stress et mes émotions. Si je ne dors pas bien, je peux effectivement développer des dépressions. Eh oui. Les gens qui ont des insomnies chroniques, ça peut jouer énormément sur ça. L'activité physique, 30 minutes par jour, c'est pas forcément aller courir sur le trottoir. Ça peut être du jardinage, par exemple. D'accord? Et en fait, pourquoi? Parce que ça m'aide à gérer le stress et les émotions, c'est vrai, diminuer le risque de dépression, de l'anxiété, mais ça permet aussi de désengorger le corps des toxines. Et ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'abstrait. Vous savez, toute la journée, on a des toxines. La pollution, ce qu'on mange. Il suffit qu'on fasse cuire le repas un peu trop fort. On aime faire ça ici, mais du coup, certains aliments ne sont plus des nutriments, mais deviennent des toxines, par exemple. Ah ben oui, un jour peut-être, on en parlera. Et en fait, du coup, le corps, il a plein de toxines toute la journée. Le foie, le premier organe, le premier chef d'orchestre, eh bien, il commence à faire son petit remue-ménage. Et après, il élimine les toxines vers les autres organes, que ce soit les reins, les poumons, l'intestin, la peau. Et en fait, en faisant du sport, vous voyez, à côté de la circulation sanguine, donc c'est là que passe le sang, les globules rouges, les globules blancs, on a une circulation à côté qui s'appelle la circulation lymphatique et qui n'a pas de cœur et qui n'avance que par la force des mouvements des muscles. Donc, vous voyez que ça ne va pas vite. Et c'est dans ça qu'il y a les toxines. On va dire la fin de la déchetterie. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas d'activité sportive, c'est-à-dire que mon activité n'est pas plus intense que ma marche que je fais pour passer d'une pièce à l'autre, il y a un engorgement. Donc, après, les organes qui sont avant, donc le foie, les intestins, les poumons, ils vont rester engorgés parce que ça va revenir sur eux. D'où l'importance du sport. C'est pas pour rien. J'avance rapidement. L'hygiène émotionnelle, donc j'ai voulu parler de ça pour les parents. Et je le vois aussi, ma fille a 2 ans et demi. C'est apprendre à un enfant, et c'est pas facile parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes et dans cette culture antillaise, on a beaucoup de mal à faire ça. Quelle émotion que je ressens actuellement? Mon mari, mon conjoint va faire un truc, ça va me mettre en colère, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme émotion. Je peux pas dire à mon mari, en fait, je suis frustrée par ce que tu m'as dit. J'étais vexée par ça. Mais on va lui dire, ouais, tu es toujours comme ça. Mais en fait, il va s'énerver, mais en fait, il ne sait pas que j'ai été frustrée ou j'étais vexée par ce qu'il a dit rapidement. Donc, c'est identifier l'émotion qui me traverse, de mettre un mot dessus, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que cette émotion-là, je l'ai eue,
Et en fait, c'est pas de les éliminer, de faire comme si ça n'a jamais existé, c'est d'apprendre à développer des émotions positives. Ah, c'est compliqué. Et c'est là qu'intervient, on va dire, l'Esprit de Dieu qui nous apporte la joie, la paix, la patience, etc. D'accord? Donc, en fait, pour faire court, quand on regarde, ce que j'ai dit avant, c'est un rappel des 8 remèdes qu'on connaît déjà. L'air pur, le soleil, l'eau, le repos, sommeil, mais aussi le sabbat, etc., les temps de détente, de pause, l'exercice, l'alimentation judicieuse, ça veut dire réfléchir, et la confiance en Dieu. Plus nous nous mettrons en harmonie avec le plan originel de Dieu, plus nous serons disposés à recouvrer la santé et à la conserver. Parce que l'objectif de Dieu, en quelque sorte, c'est de nous faire revenir à l'état d'Adam. Ce qui veut dire que c'est dès aujourd'hui, parce qu'on pense toujours que c'est quand Dieu va revenir, qu'au ciel, on va nous donner une bonne santé, on va nous donner un mental équilibré. En fait, la restauration, c'est aujourd'hui. La restauration de l'esprit et du corps. Pas souvent le spirituel, mais c'est pas que. C'est-à-dire que si le corps et l'esprit ne vont pas bien, il y a de fortes chances que le spirituel n'aille pas bien. Voilà. Voilà, j'ai terminé.